Alors, on est très très heureux de vous accueillir sur cette première session des mercredis du coffeur. Comme vous le savez, inévitablement, la pandémie de Covid a quand même vraiment considérablement impacté notre quotidien. Alors, c'est vrai pour les activités de soins, etc., mais c'est vrai aussi pour les activités pédagogiques d'enseignement. Et donc, le bureau du coffeur a saisi cette occasion pour vous proposer finalement une série d'enseignements en ligne, des webinars du coffeur, qui vont avoir lieu tous les mercredis. Et je suis très, très heureux d'accueillir pour ce premier webinar Jean Sibilia, que je ne vais pas présenter, de Strasbourg, et qui va nous parler de tous les challenges autour du Covid. Donc, Jean, on est à 50 mètres l'un de l'autre, mais je te passe la Oui, parole, c'est à toi. ouais, un étage de différence. Merci Laurent. Bonjour à tous. On ne se voit pas, mais c'est pas très grave. Donc l'idée est bravo au COFER d'avoir eu cette initiative et cette réactivité sur des tas de sujets. Donc je ne ferai pas de commentaires, je le ferai qu'un gros clin d'œil. Plein de sujets seront traités. On traitera évidemment de sujets d'actualité, de sujets d'inflammation, et je pense qu'il y aura des tas d'autres sujets, d'os, d'imagerie, etc. Donc l'idée, c'est que la rhumatologie se développe dans toute sa diversité, mais qu'il y a des sujets qui sont des sujets d'importance aujourd'hui. Et merci Laurent d'avoir proposé de traiter le sujet Covid. Alors évidemment, on va pas traiter tout le Covid. Hein. Vous savez, 10 000 papiers pratiquement en 3 mois. Hein. Donc évidemment, la synthèse de la littérature est impossible, mais je vais vous proposer une sorte de cheminement sur quelques sujets biologiques. En gros, mon idée, c'est de se dire le Covid pour le rhumatologue, c'est d'abord de comprendre ce qu'est le Covid. À partir du moment où on comprend l'histoire naturelle de l'infection virale et de la maladie qui en découle, avec quelques petits focus, quelques petites astuces, on aura une idée schématique de ce qu'est cette infection Covid, on va la préciser dans le temps, et une idée aussi éventuellement des cibles thérapeutiques. Donc évidemment, c'est un focus résumé, en une demi-heure, on ne dira pas tout, mais ça permet de donner quelques pistes et de préciser un certain nombre de points. Alors, je lance mes diapos. C'est toi, Laurent, ou c'est moi qui lance? Oui, donc c'est toi qui les lance, il va falloir effectivement partager l'écran. Je peux demander à Valérie de déclencher le Là, partage. ouais, partagez. OK. Et les diapos seront à disposition, évidemment, de tous. Hein, c'est des diapos qu'on a construites dans les derniers jours. Voilà, ça fonctionne parfaitement, donc on Voilà. voit tout à fait le PowerPoint. Merci à vous, et puis c'est à toi, Jean. Merci, Laurent. Je voulais juste un petit clin d'œil pour mon ami Jean-Marie Berthelot, avec qui j'ai échangé très tôt sur le sujet Covid. Donc, merci à Jean-Marie d'avoir échangé, ce qui a permis de construire en fait une expertise sur un domaine totalement nouveau, parce qu'il y a 3 mois, on ne connaissait pas ce virus. Alors, c'est un virus, vous avez certainement beaucoup lu aussi, résumé des choses que vous avez déjà identifiées. C'est un virus nouveau, d'une famille que l'on connaît, qui est celle des coronavirus. Il existait déjà 4 coronavirus saisonniers sensibles au froid dans nos contrées, responsables de petites choses simples comme des rhumes, et 2 coronavirus beaucoup plus sévères, celui qui a été responsable du SARS en 2003 et du MERS en quelques années après, l'un ayant disparu, l'autre sévissant de façon endémique dans la péninsule arabique. Donc ces virus ont comme particularité, ils ont des points communs. Ce sont des virus à ARN monocaténaire et qui ont la particularité d'être enveloppés par une membrane lipidique, ce qui les rend d'ailleurs très sensibles aux détergents, au savon et aux détergents. Donc c'est intéressant en matière d'hygiène. Voilà la structure, je ne la décris pas sur cette diapo, cette structure très complète qu'on a pu décoder très très vite grâce aux Chinois, puis aussi à d'autres labos, notamment à Pasteur en France. On a décodé le génome de ce virus à ARN monocaténaire. Ce virus se différencie de ses petits frères, et notamment du SARS et du MERS, en particulier du SARS-CoV-1, qui est donc le premier virus responsable de cette atteinte respiratoire sévère qu'on avait décrit en Asie. Et quand on compare SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments communs, mais qu'il y a aussi un certain nombre de différences. Et c'est intéressant, on n'a pas abouti encore, évidemment, l'analyse détaillée des choses, mais il est possible que ces différences, qui ne sont pas énormes, mais ont des conséquences probablement sur la réponse immunitaire induite par le virus, expliquant que s'il y a une parenté virologique et clinique entre SARS et Covid-19, il y a des éléments différenciants, je le répète, notamment dans la réponse immunitaire. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vues pendant l'épidémie clinique de SARS-CoV-1 et qu'on voit aujourd'hui avec le Covid-19. Donc les choses sont assez bien analysées. Je ne rentre pas dans le détail, mais on sait exactement quels sont les éléments qui différencient
structurellement et non structurellement les deux virus. Si je résume un peu dans un schéma plus simple que ce qu'on montre habituellement, j'essaie de faire un schéma pédagogique. Vous voyez ce qu'on sait du Covid-19. Globalement, un tiers de son génome est destiné au codage de protéines structurales. Mais ces protéines structurales, elles sont au nombre de 4. Hein. S pour spike, c'est la fameuse glycoprotéine d'accroche dont je reparlerai. M pour membrane, N pour nucléase. Il y a un certain nombre de protéines structurales qui composent le virus. Il y a aussi dans cette partie de codage pour des protéines structurales, le codage pour 9 protéines accessoires qui sont des protéines qui vont réguler la réponse immunitaire innée. Alors ça, c'est très intéressant. On compare SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, mais ces protéines accessoires, elles ne sont pas du tout accessoires parce qu'elles ont un impact énorme sur l'hôte en matière de contrôle de la réponse innée. C'est probablement un certain nombre de ces protéines qui vont contrôler la réponse interféron et faire que l'hôte fait une mauvaise réponse interféron et donc n'élimine pas le virus. Donc ça, c'est un point d'intérêt tout à fait majeur. L'autre partie, les 2/3 de l'ARN de ce virus, va coder pour des polyprotéines, 2 polyprotéines majeures qui sont clivées par des protéases du virus lui-même et qui vont permettre de produire 16 protéines non structurales. Alors ces protéines non structurales, elles ont un rôle majeur dans la vie du virus à l'intérieur de la cellule qu'elle infecte. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types de molécules non structurales, les fameuses protéases qui vont cliver les polyprotéines initiales, évidemment des enzymes qui vont permettre de répliquer le génome du virus, hein, des polymérases, des hélicases, ainsi que des hexoribonucléases qui sont spécifiques de Covid-19. Et notamment, je cite cette protéine non structurale NSP14 qui est assez spécifique et qui a la particularité de corriger les erreurs de séquence, donc qui protège entre guillemets le virus dans la cellule. Donc c'est assez original, c'est une particularité de Covid-19. Voilà un petit schéma que je vous laisserai, mais qui reprend ce que je viens de vous dire de façon extrêmement détaillée. Vous avez sur le schéma l'ensemble des protéines virales non structurales et structurales et vous donnant à côté de chaque protéine la fonction de ces protéines-là pour que vous ayez le panorama complet de ce qu'est Covid-19. Deuxième grande partie, c'est quelle est l'histoire de cette infection virale, comment ça se passe. Et finalement, chaque étape peut être une étape cible pour une stratégie thérapeutique. Vous voyez que le virus va entrer en contact avec les cellules qui portent des récepteurs, et je parlerai de ces récepteurs spécifiques qui permettent l'entrée du virus. Mais là, je vais décrire que la vie classique de ces virus ARN, pour rappeler le cycle d'un virus, il s'approche de la cellule, il s'accroche à son récepteur et il va, par fusion membranaire, entrer dans la cellule où il va rencontrer l'endosome dans des conditions d'acidification particulières. Dans l'endosome, il y a un pH particulier qui permet, ce pH-là, qui permet au virus d'être relargué correctement dans la cellule. Malheureusement, j'allais dire, hein, parce que c'est un relargage infectant. À partir de là, c'est la troisième étape, c'est l'étape, j'allais dire la pire, hein, c'est l'étape de réplication-transcription du virus, de son ARN et des protéines virales, ce qui permet en fait la reconstruction dans la cellule, en particulier dans ce qu'on appelle l'ergique, hein, qui est un mélange de réticulum endoplasmique et de compartiments de type Golgi, de reconstituer des particules virales en reconstituant ARN plus les protéines pour refaire une particule virale qui elle-même sera capable de ressortir de la cellule. Donc rien d'original. Là, je suis en train de vous montrer en fait le schéma générique du cycle des virus ARN, mais évidemment, chacune de ces étapes implique quelque chose de spécifique à ce virus Covid-19. Et le focus que j'aimerais faire, parce qu'il est original et qu'il a beaucoup d'implications, et je garderai ça en fil rouge pendant mon exposé, c'est l'accrochage cellulaire de ce virus et de son petit frère, puisque vous voyez que SARS-CoV-1, responsable du SARS en 2003, et Covid-19, qu'on appelle aussi SARS-CoV-2, s'accrochent aux cellules sur un récepteur, alors c'est bizarre, mais un récepteur très particulier qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Donc c'est très particulier. Alors pourquoi? Ne me demandez pas quelle est la finalité, quelle est l'histoire de cette affaire-là, mais c'est la vie de ce virus qui a fait ce choix-là. Et ce qui est important à comprendre, c'est si son récepteur spécifique est bien ACE2, évidemment, il va infecter des cellules qui expriment ACE2. Et ça a été pas mal étudié maintenant. Et vous voyez, on sait aujourd'hui que l'expression, les cellules qui expriment
ce récepteur-là sont essentiellement des cellules du poumon. Alors aussi, j'ai oublié de le mettre, évidemment des cellules des voies aériennes supérieures, puisque c'est là qu'il va rentrer. Donc, dans le rhinopharynx et dans le nez, il y a des cellules qui expriment ce récepteur. C'est là que ça rentre et que ça prolifère en grande partie. Et à partir de ce site initial qui est dans le nez profond, vous allez avoir une capacité de migration pour des tas de raisons, par des particules, la pollution, par le tabac, par d'autres phénomènes comme le sport. Vous allez avoir migration du virus, malheureusement, dans les voies aériennes inférieures, c'est-à-dire le poumon, où malheureusement, ce virus va trouver une nouvelle cible cellulaire qui est le pneumocyte, la cellule alvéolaire qu'on appelle le pneumocyte, et notamment le pneumocyte de type 2. Et en fait, ça fait toute la gravité, cette affaire fait toute la gravité de la maladie, de la pneumopathie du Covid-19. Mais ça n'est pas tout, puisqu'on le sait aujourd'hui, c'est bien documenté, les cellules, les entérocytes de l'intestin grêle haut situés, en tout cas dans la partie iléon, il y a des entérocytes qui expriment ce récepteur. Ainsi, c'est moins connu, mais je crois que c'est important, et j'ai une longue discussion avec Pierre Ronco sur l'aspect rénal, une expression par les tubules proximales et la description de syndrome de Fanconi. Donc, vous voyez, il y a des choses intéressantes. Et, cerise sur le gâteau, et c'est probablement très important pour le Covid-19, une expression endothéliale et donc une capacité de ce virus à infecter les cellules endothéliales et produire ce qu'on appelle une endothélite. Et c'est probablement un des facteurs cliniquement aggravants de la maladie Covid. Et vous verrez, on n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, mais l'expression de la maladie Covid, au-delà de l'infection virale, c'est de produire deux choses, de produire une inflammation dans les tissus qui sont infectés, donc dans les tissus qui expriment ce récepteur, mais aussi de provoquer une endothélite et une coagulopathie. Et beaucoup de malades, on a les chiffres maintenant, un très fort pourcentage, pas tous, mais un très fort pourcentage de malades développent des thromboses, macrothromboses ou microthromboses. On a décrit chez nous plusieurs malades avec des ischémies mésentériques, avec histologiquement des lésions endothéliales, avec de la thrombose endothéliale. Donc, il y a un versant coagulopathique et d'endothélite qui est vraiment très important. Intéressant de noter que les cellules de l'immunité n'expriment pas ACE2, sauf peut-être les macrophages en petite quantité. Donc ça, c'est un point d'intérêt pas totalement résolu. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a possibilité d'une infection macrophagique directe par Covid-19 dans l'idée que ça induirait un syndrome d'activation macrophagique expliquant une partie de l'ouragan cytokinique pulmonaire qu'on décrit dans cette maladie? Donc probablement, ça reste probablement encore à affiner. Dernier point sur cette diapositive, sans rentrer dans le détail, mais vous montrer qu'en 3 mois, on a compris plein de choses. L'accrochage du récepteur ACE2 par le virus se fait par une protéine, une glycoprotéine très particulière qu'on appelle spike, S. Et cette protéine spike ne s'accroche au récepteur qu'après avoir été, on dit ça, apprêté, primé par une protéase qui a un nom compliqué, exprimé par la même cellule, par les mêmes cellules, qui est TMPRSS2. Donc, vous comprenez bien que pour que l'infection se fasse, il y a quand même des circonstances particulières. Ça ne peut se faire que sur des cellules qui co-expriment le récepteur ACE2 et qui expriment cette protéase ou peut-être d'autres protéases de la famille des furines, en fait. Et il n'y a que dans ces conditions-là que l'apprêtement, l'apprêtage, je ne sais pas comment il faut dire, du virus fait que la protéine S native est disséquée en sous-protéines S1 et S2. S1 avec le segment très spécifique qu'on appelle RBD pour Binding Domain se permet la fixation sur le récepteur et le fragment, la partie S2 de la glycoprotéine du virus permet la fusion à la membrane. Donc vous voyez, on a très très bien compris le phénomène de pénétration intracellulaire qui est quand même assez sophistiqué. Si je vous raconte tout ça, c'est qu'on peut espérer à un moment donné avoir des thérapeutiques ciblées sur ces éléments-là pour empêcher la pénétration du virus dans la cellule. Juste au passage, ce système ACE2 qui est utilisé par SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 n'est pas utilisé par le virus MERS, qui est le 3e virus respiratoire très grave, plus grave encore que les SARS. Et pour ce virus-là, le récepteur n'est pas du tout ACE2, mais est une autre enzyme qui est la dipeptidylpeptidase 4 et qui est spécifique de ce virus-là. Voilà un petit schéma qui vous remontre ce que je viens de vous dire de façon un peu simplifiée, mais j'ai repris cette diapo aussi pour vous dire qu'on a observé
qu'il existait peut-être des co-récepteurs. Alors, il en existe plusieurs aujourd'hui. Il en existe de deux types, notamment des récepteurs de cette famille-là, de la famille DC-SINE, L-SINE, qui sont exprimés par les cellules dendritiques, mais pour l'instant, qui ne sont des récepteurs que pour le petit frère SARS-CoV-1. À ma connaissance, je n'ai pas vu encore de public qui confirme que c'est aussi un co-récepteur de SARS-CoV-2. Et vous verrez sur la diapo suivante qu'il y a certainement un autre co-récepteur de COVID-19, de SARS-CoV-2, qui est le CD147, qui est exprimé par les macrophages. Et c'est peut-être celui-là, la basigine, qui permet la pénétration intramacrophagique de COVID-19. Petite chose pour montrer qu'on ne sait pas tout, loin de là, hein, loin de là, il est observé du virus. Alors, est-ce que c'est artefactuel? Est-ce que c'est réel? Ça méritera d'être analysé. Mais on observe, il a été observé du virus SARS-CoV pour le SARS-CoV-1 déjà, qui a le même récepteur, je le répète. On avait vu dans l'expérience de SARS-CoV du virus dans les hépatocytes et dans les cellules coliques alors qu'elles n'expriment pas la CE2. Donc, à l'époque déjà, c'était un co-argument pour penser qu'il existait des co-récepteurs permettant la pénétration dans ces cellules alors qu'elles n'expriment pas, je le répète, ACE2. Donc, c'est vraiment des pistes de recherche. Hein. Et l'idée de mon topo, c'est aussi de vous montrer toute l'extraordinaire diversité des questions qu'on se pose avant de comprendre l'intégralité de cette histoire virale et d'avoir l'ensemble des traitements pour faire gaffe. Troisième partie. Évidemment, alors j'aurais pas le temps, on pourrait faire toute une histoire hein, de la comparaison entre ces virus-là et notamment de savoir d'où vient cette zoonose. Donc là, je vais faire simple en vous disant que c'est une zoonose. Alors, je vais m'exprimer, puis dans 2 mois, vous me direz, voilà, il nous a dit, il ne savait pas que c'est sorti du laboratoire P4 de Wuhan et que c'est un virus qui a été bricolé et libéré plus ou moins volontairement. Enfin, voilà, moi, je n'y crois pas, mais voilà, finalement, on s'en fout. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une chaîne de zoonoses à partir de foyers animaux, de portage d'écosystèmes animaux. Les animaux portent les coronavirus. C'est vrai pour les chauves-souris qui sont des gros porteurs de coronavirus, qui sont des mammifères, je le rappelle, mais qui très curieusement ne font pas la même réponse interféron à leur coronavirus. En d'autres termes, c'est des mammifères qui portent des coronavirus, qui ne sont pas malades, mais qui sont simplement porteurs. Or, une chauve-souris, ça vit très longtemps et ça envoie des déjections dans la nature et ça contamine donc des hôtes intermédiaires. Alors, on a beaucoup parlé du pangolin, mais il n'y a pas que cette bestiole-là, très bizarre d'ailleurs. Hein. Il y a probablement d'autres intermédiaires et c'est le passage d'un foyer de la chauve-souris, un portage viral de la chauve-souris, un autre intermédiaire qui permet des recombinaisons pour que ces virus qui normalement ne sautent pas les barrières d'espèces deviennent des espèces contaminantes de l'homme. Donc l'homme est en fait l'étape malheureuse d'une transmission de ce virus qui se modifie, non pas par mutation, mais plutôt par recombinaison, pour devenir contaminant de l'homme et pour devenir contaminant, contagieux d'un homme à l'autre. C'est tout le principe de la zoonose. Alors, pour finir, sans refaire toute l'histoire qui est assez longue, si Covid, SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2 sont bien portés à l'origine par des chauves-souris, le MERS, dans la péninsule arabique, lui, était porté par les chameaux et les dromadaires. Alors, je ne sais pas si c'est que les dromadaires ou les chameaux et les camélidés au sens large, mais le foyer originel n'est pas la chauve-souris, mais bien le dromadaire. Et c'est peut-être pour ces raisons-là que cette maladie continue à sévir de façon endémique dans la péninsule arabique. Donc, c'est une histoire classique de zoonose et qui probablement nous livrera encore quelques mystères, notamment en matière d'hôtes intermédiaires. Dernière partie, c'est la partie sur l'histoire naturelle de cette maladie à Covid-19. Donc aujourd'hui, c'est un schéma que j'ai reproduit pour vous montrer, sans le détailler, montrer qu'il y a clairement 3 phases. On peut le présenter de plusieurs façons, mais 3 phases. Une première phase qui est l'invasion virale et qui va déjà se manifester parfois, mais pas chez tout le monde, par des éléments symptomatiques plus ou moins importants, cliniques et biologiques. Cette phase d'invasion virale est suivie chez un certain nombre de malades, mais pas chez tous, par une réponse immunitaire inadaptée. Tout le monde fait une réponse immunitaire, évidemment. Certains la font de façon adaptée et guérissent de cette maladie virale rapidement, 85% des gens à peu près. Et d'autres, malheureusement, font une réponse immunitaire innée et adaptative, inadaptée à l'élimination du virus. En d'autres termes, ils font une hyper-réponse inflammatoire avec une première étape qui est une hyper-réponse inflammatoire innée avec une libération cytokinique majeure qu'on a appelée ouragan, choc cytokinique, qui est suivie
à peu près vers le 10e, 12e jour par le début d'une réponse immunitaire lymphocytaire avec l'apparition des premiers anticorps. Ces premiers anticorps anti-Covid-19, évidemment, ils peuvent servir à éliminer le virus, mais malheureusement, ils alimentent peut-être aussi encore transitoirement l'inflammation chez les gens, chez les sujets qui en ont développé beaucoup. Sans entrer dans le détail, parce que c'est bien connu aujourd'hui, vous voyez une succession de facteurs cliniques, d'imagerie et surtout biologiques qui prédisent la transition entre la phase, j'allais dire, virologique classique et l'apparition d'une phase hyperinflammatoire, allant malheureusement jusqu'au choc ou à des complications pulmonaires ou cardiaques assez sévères. Donc voilà un peu le schéma très très simple de cette affaire. Schématisé d'une autre façon par une diapo qui a eu beaucoup de succès et qui me permet de vous dire une chose qui est importante, c'est que dans cette maladie, contrairement à d'autres coronavirus et d'autres virus respiratoires, la contagiosité commence avant l'apparition des premiers symptômes, pendant un certain nombre de temps. Donc vous voyez bien, c'est une particularité dans la chaîne de transmission que vous avez, même chez les gens asymptomatiques, vous avez, même avant qu'il y ait le moindre petit frémissement, déjà la capacité de transmettre et d'infecter. Et donc, c'est une des particularités de la chaîne de transmission de ce virus et qui, idem chez les symptomatiques, est aussi contagieuse dans les premiers jours, dans les 3, 4, 5 jours qui précèdent les premiers symptômes. Comme on a décidé de faire court et que j'ai fait une introduction assez longue, je passe ces 3 diapos qui sont résumés en fait dans un schéma. C'est le schéma résumant les 3 diapos précédentes et vous montrer schématiquement ce qui se passe en matière de réponse immunitaire. Vous voyez le virus va tenter, il est dans les voies aériennes pulmonaires, il va rentrer dans les cellules, surtout dans les pneumocytes de type 2, mais aussi dans les cellules endothéliales, comme j'ai dit, provoquant donc localement une inflammation alvéolaire et une capillarite, une endothélite locale, éventuellement compliquée de microthrombose. C'est là que se mettent en jeu les éléments de la réponse immunitaire. Et vous voyez que les éléments de cette réponse, c'est d'abord l'action des mannose binding lectin, MBL, et des IgM, accessoirement IgA, IgG naturels antiglycanes, puisque la protéine S du coronavirus est une glycoprotéine. Et donc, ces structures substances naturelles MBL et anticorps naturels antiglycanes qui existent chez tout le monde, un peu plus chez les femmes d'ailleurs, vont avoir une première action d'essai d'élimination du virus. Puis, vous allez voir évidemment d'autres éléments qui vont se mettre en jeu avec, ce qui est très important, une sorte de dialogue un peu compliqué entre les lymphocytes qui s'activent après quelques jours par des sous-populations très particulières de lymphocytes CD4 et CD8, les CD4 étant les auxiliaires pour activer les monocytes macrophages qui vont venir faire l'orage cytokinique dans le poumon, et les lymphocytes CD8 venant léser directement les pneumocytes infectés par le virus pour les détruire. Vous avez toute une boucle d'éléments qui, dernière étape, va s'aggraver par l'apparition des vrais anticorps spécifiques anti-Covid-19 de la réponse adaptative, ces fameux anticorps qui apparaissent après 10 à 12 jours et qui activent le complément et peut-être viennent aggraver en fait l'inflammation intrapulmonaire. Donc, si je résume, j'ai des éléments inducteurs, cytokiniques, chémokiniques, une activation lymphocytaire hyper intense dans le poumon, un dialogue avec des monocytes macrophages qui étaient un peu paresseux et qui vont à ce moment-là peut-être infectés par le Covid, entraîner un orage immunologique, tout ça arrosé par des anticorps anti-Covid qui peuvent être des éléments activateurs du complément qui viennent encore aggraver les lésions à la fois pulmonaires et les lésions endothéliales. Donc j'ai fait très bref, c'est des centaines de papiers aujourd'hui pour essayer de vous montrer que ce storm cytokinique était très important. Je vous montre peut-être une dernière diapo mécanistique pour montrer qu'on a appris beaucoup de choses et qu'on a même compris peut-être une partie de cette mosaïque assez compliquée liée en fait à ce récepteur, puisque vous voyez, quand on dissèque l'histoire du contact entre le virus et le récepteur, on observe en fait, puisque le récepteur est la CE2, une dérégulation du système rénine-angiotensine. Au moment où le virus capte son récepteur, les deux rentrent dans la cellule et le récepteur disparaît de la surface de la cellule. Donc ce récepteur ACE2 ne sait plus métaboliser le système rénine-angiotensine, notamment l'angiotensine 2. Donc vous allez avoir, c'est observé, un excès d'angiotensine 2. Et ce que fait l'angiotensine 2 dans le site tissulaire, c'est de la vasoconstriction, c'est pas très bien, et 2, fait produire une protéase qui est l'ADAM17, qui elle-même entraîne, et on le fait simple,
un boost de la réponse cytokinique, en particulier de la réponse IL-6. Et vous voyez dans le détail, je pourrais vous expliquer en détail, cette boucle d'amplification qui met en jeu deux voies d'activation, celle d'NF-κB et celle de stade 3, toutes les deux concordant et allant dans le même sens pour faire produire de l'IL-6. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de voir que le choc cytokinique dont on parle, il n'est pas seulement un choc générique d'une réponse immunitaire excessive, il est aussi induit par un mécanisme de fixation du virus sur un récepteur spécifique. Ça, c'est extrêmement intéressant et on peut en déduire beaucoup de réflexions mécanistiques pour comprendre l'histoire naturelle de la complication sévère de ce virus. En conclusion, à partir de ces éléments-là, sans rentrer dans le détail, vous avez compris que chacune des étapes, alors j'ai un petit truc, voilà, chacune de ces étapes que j'ai décrites, l'entrée dans la cellule, la libération de la particule virale dans l'endosome, le cycle viral, et puis la conséquence immunitaire, la réponse immunitaire, tout ça doit être ciblé avec schématiquement 2-3 stratégies. La première, empêcher le virus ou de rentrer ou de se répliquer. Deuxième stratégie, chez 15% des gens, bloquer le choc cytokinique si on peut. Troisième étape, développer une vaccination. Mais ça, c'est pour demain ou après-demain, j'espère demain. Évidemment que ce schéma peut être complété. Hop, je n'arrive plus à avancer. C'est Laurent qui fait exprès. Ah voilà, si. Tout ça peut être complété par des focus très intéressants. Et je vais vous lire un focus évidemment très récent pour montrer qu'il peut y avoir des stratégies complémentaires pour bloquer des partenaires de cette réaction vasculaire et inflammatoire. Et notamment, il y a tout un développement potentiel de l'inhibition du complément, puisque vous avez compris que le complément dont je parlais, activé évidemment par les anticorps et les immuns complexes, est aussi activable par la voie des lectines, par les fameuses MBL qui sont produites théoriquement en grande quantité, mais aussi par des voies accessoires, notamment la voie des TLR qui est aussi capable d'activer le complément, en tout cas la fraction C3 du complément. Donc il y a tout un volet qu'on découvre step by step, comme on dit, dans la réponse inflammatoire et qu'on va essayer au fur et à mesure de compléter. Alors, ma diapo de conclusion, c'est le rôle du rhumatologue dans tout ça. Donc, le rôle du rhumatologue, je crois que vous connaissez ma conviction, c'est d'expliquer, de comprendre. Il faut toujours comprendre avant de faire. Donc, comprenons ce qu'est ce virus. Comprenons quelle est sa biologie. Comprenons comment il va entraîner une réponse immunitaire normale ou anormale chez les gens. Je crois qu'il y a une vraie étape analytique de compréhension. Alors, évidemment, cette étape de compréhension, elle doit se faire en parallèle avec une étape de doing, de faire et de développer des thérapeutiques. Et vous voyez le nombre de thérapeutiques aujourd'hui, à la date du 23 avril, qui sont développées dans le monde. Il y en a plein dans plein de domaines, mais la particularité, et Laurent, Emmanuel Chatus et Renaud Felten chez nous ont travaillé ce petit sujet qui sera publié dans John Bonespine, qui montre la place du rhumatologue dans l'intervention thérapeutique de cette maladie Covid, même si ça n'est pas, j'allais dire, dans l'expression clinique, une maladie rhumatologique, mais ça mérite d'être travaillé. Mais en tout cas, le rhumatologue est à l'évidence un expert des molécules utilisées. Vous voyez que près de la moitié des protocoles thérapeutiques évalués aujourd'hui dans le monde à la date du 23 avril sont des protocoles qui testent des molécules que le rhumatologue connaît très bien ou bien. Alors, après, est-ce qu'on en fait trop? Vous voyez, au total, je crois qu'il y a 115 études avec l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Alors, probablement que c'est dommage, j'appelle ça l'effet Raoult. C'est-à-dire que si on avait eu tout de suite 2-3 bonnes études, on ne serait pas obligé d'en faire 115 derrière. Je l'ai déjà dit à Laurent d'ailleurs, je trouve dommage qu'on perde autant de temps et d'énergie pour une seule molécule, 115 études pour une seule molécule. Je pense qu'on aurait pu faire plus simple et mieux, mais la vie est jamais idéale. Donc, c'est en cours. Le rhumatologue est un vrai expert de ces molécules-là. Vous avez vu, je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant, l'expérience française et d'autres sur le tocilizumab. A été mis en place un excellent essai, là, méthodologiquement assez performant, même s'il a quelques petits défauts, qui quand même suggère fortement l'efficacité sur l'ouragan cytokinique d'un inhibiteur de l'IL-6. Je vous ai expliqué un peu pourquoi. Donc, le rhumatologue est en première ligne. Je pense que personne n'était expert de cette maladie il y a 3 mois, puisque personne ne la connaissait. Et aujourd'hui, comprendre cette maladie, on la comprendra par une expertise partagée. Ça n'est pas une maladie de l'infectiologue, du rhumatologue, de l'interniste, de l'épidémiologue. C'est une maladie des docteurs qui s'y intéressent. Et on est intérêt à s'y intéresser
ensemble. On a chacun notre niveau d'expertise. Il se fait que nous avons un fort niveau d'expertise dans la connaissance biologique par l'immunologie, nous les spécialistes de l'inflammation, et un fort impact de connaissances sur les traitements, puisque beaucoup de traitements aujourd'hui sont des traitements qu'on utilise aussi. Demain sera peut-être différent, mais on a vraiment un impact, on a un rôle à avoir dans cette affaire-là. Je vous remercie. J'étais un tout petit peu plus long, mais voilà, c'était une première sur le Covid. C'est vraiment parfait, Jean. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant, extrêmement technique et plein de connaissances comme d'habitude. On a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Alors, vous pouvez poser les questions en direct en les tapant, mais également en utilisant la fonction questions et réponses qui est en bas de votre écran. Donc, la première question, c'est Bruno Fautrel qui nous dit il y a une intrication compliquée entre un phénomène infectieux, un phénomène inflammatoire. Est-ce qu'on peut espérer un bénéfice d'un traitement immunomodulateur sans qu'on mette en même temps un traitement antiviral? Ou est-ce que tu penses que finalement la solution, c'est une combinaison d'un antiviral et d'un traitement immunomodulateur? Alors, il y a une réponse intuitive qui se dit il y a un lien évidemment entre l'infection virale et le déclenchement de la réponse inflammatoire. Et l'idéal, ça serait ceinture et bretelle, c'est éviter la réplication virale qui est certainement différente selon les gens, et notamment selon la capacité à faire de l'interféron de type 1 et de type 3. Type 1, c'est le classique, hein, alpha-bêta, et type 3, c'est l'interféron lambda des muqueuses. Donc certainement, je pense qu'on a tout intérêt quand même à limiter la réplication virale. Et pour ceux, les 15% qui développent une réponse inflammatoire, évidemment, à empêcher l'emballement cytokinique inflammatoire. Donc, l'idée, c'est ceinture et bretelle. Mais il y a un petit mais quand même. On observe quand même que beaucoup de gens qui développent la réaction inflammatoire ne sont plus forcément virologiquement actifs et ont éliminé le virus, mais ont développé, ont autonomisé une réponse inflammatoire. Ce n'est pas la majorité, mais ça existe. Donc, on peut aussi imaginer qu'on peut laisser le phénomène, mais c'est une hypothèse, hein, laisser le phénomène naturel se faire, c'est-à-dire l'élimination du virus se faire avec les moyens que l'organisme va développer sans trop le gêner par un traitement immunodulateur trop précoce, parce que, je prends l'exemple, Bruno pense peut-être à ça, autant donner du baricitinib d'emblée à une phase encore de réplication, mais c'est un anti-interféron. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? J'en sais rien. Donc peut-être qu'il faut laisser le temps à l'organisme d'éliminer le virus et de l'aider avec un antiviral, et puis le moment donné, mais ça, il faut calculer le bon moment, parce que ça va malheureusement très vite, et c'est un de nos problèmes, ça bascule très vite, mettre un traitement anti-inflammatoire. Donc je pense qu'il y a la place à cette, Bruno pose la question, c'est de fait, il y a la place à cette réflexion stratégique du bon moment pour chacune des molécules et surtout de la combinaison des molécules. Je pense, comme beaucoup, que le tocilizumab, seul en monothérapie, ne va pas régler le problème du Covid grave. Donc, il va falloir, si le Covid est encore là dans quelques mois, avoir des stratégies combinées. Et la logique est de combiner ceinture et bretelle. Ça me paraît assez logique aujourd'hui. Alors, on a une autre question de Pierre Potin qui nous demande les différents éléments biologiques qui peuvent faire craindre ou aider à détecter le passage de la phase virale à la phase inflammatoire et donc finalement faire dire ce malade doit recevoir un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on a des éléments biologiques qui peuvent nous aider? On a des éléments biologiques que j'ai mis dans le tableau. Vous savez, quand j'ai fait l'histoire naturelle, là, je vous ai mis à chaque fois, volontairement, hein, tous les éléments biologiques qui ont été identifiés. Mais ça reste quand même, ce n'est pas de l'immunoscope, hein, ça reste quand même assez modeste. Alors, vous avez schématiquement 3 éléments de gravité bien identifiés aujourd'hui. Le premier élément, et je vais prendre dans l'ordre, c'est clairement la lymphopénie. La lymphopénie périphérique est un facteur de très mauvais pronostic. Hein. Très clairement, lymphopénie globale, lymphopénie portant sur les CD8, les CD4, ça c'est un élément délétère, mais c'est souvent un élément tardif, et de toute façon qui est assez grossier. La deuxième chose qui est claire, c'est la production d'éléments inflammatoires mesurés directement ou indirectement. Une CRP élevée ou des éléments de type dosage de l'IL-6 qui est maintenant fait régulièrement dans les soins intensifs en réanimation est un élément prédictif. Mais vous avez vu les taux. Ne vous attendez pas à des taux à 1000, 2000, 3000. Hein. Ce n'est pas des taux faramineux d'IL-6. C'est beaucoup moins d'ailleurs que dans les chocs septiques traditionnels. Mais c'est un indicateur quand même. Et le troisième indicateur, et je vous rends attentif à ça parce que je pense que c'est majeur, on l'a sous-estimé et les Chinois ne l'avaient pas vu, c'est la coagulopathie, le risque thromboembolique, microthrombotique ou macrothrombotique. Soyez très attentifs aux dédimères, aux marqueurs coulés, les dédimères étant un marqueur, mais malheureusement un peu corrélé à l'inflammation. Mais en tout cas, être très attentif à ces complications qui sont précoces, graves et qui probablement sont la cause d'une mortalité importante, cardiaque et pulmonaire. Donc ça, il faut être très attentif. Aujourd'hui, très clairement, on anticoagule les gens, mais vous avez vu peut-être les publications, malgré une anticoagulation active,
curative, vous avez malgré tout des complications thromboemboliques. Ça montre bien que la coagulopathie et l'endothélite, parce que je pense que c'est les deux, je pense que c'est contenant et contenu. Il y a probablement un effet sur le contenant, c'est-à-dire de la paroi qui est inflammée, c'est l'endothélite, et un effet sur le contenu, c'est-à-dire sur les protéines de la coagulation. Il y a probablement la conjonction de ces deux phénomènes qui fait que ces accidents thrombotiques peuvent être fréquents et graves, et malgré l'anticoagulation. À Strasbourg, on démarre un protocole multicentrique sur la bonne stratégie d'anticoagulation précoce de ces malades, mais on n'a évidemment pas la réponse. En tout cas, il faut faire très attention à ça. Ben super Jean, je te remercie beaucoup. On a encore une question. Bon, c'est une question très pratique. Est-ce qu'on peut avoir accès au diaporama? Donc, toutes ces séances des mercredis du coffeur sont en fait enregistrées et donc seront diffusées directement sur YouTube si vous le souhaitez. Une question qui a été posée, c'est le bilan biothérapie. Pré-biothérapie, on peut être amené à traiter ces malades en urgence, donc ne pas forcément avoir un bilan pré-biothérapie complet. Est-ce que tu penses que ça doit être un frein à l'initiation d'une biothérapie au cours d'une infection à Covid? Ou est-ce qu'il faut prendre le temps de faire un bilan complet? C'est une question intéressante. Alors, la réponse est vraiment simple. Vous n'avez pas le temps. De toute façon, vous n'avez pas le temps parce que ce qu'on a observé, que nos réanimateurs nous ont rendus très vite attentifs au fait, quand on était dans la réflexion nue d'utilisation des biologiques, hein, notamment du tocilizumab, des anti-TNF, des anti-N1, etc., ils nous ont, les réa qui voient les malades et qui les voient se décompenser en quelques heures. On a des malades qui arrivent avec des SAT normales le matin, bon, dyspnéiques, hein, soit avec des SAT normales le matin, l'après-midi, ils sont en réanimation. Donc, ça bascule très vite. Donc, vous n'avez pas le temps. En gros, le traitement, ce traitement-là, de toute façon, et ça a été l'astuce quand même du protocole français, c'est de ne pas traiter que les malades quand ils étaient en SDRA et sous ECMO. Là, ça ne sert plus à rien. Vous pouvez mettre autant d'IL6. On a une autre question, Jean, qui est vraiment très chaude, je trouve. Qu'en est-il de l'immunité protectrice? Est-ce que les anticorps sont protecteurs et est-ce qu'on peut être réinfecté par le Covid? Alors, j'ai un scoop qui n'est pas publié, mais qui est de travail local. On a fait le travail avec nos virologues Samira chez nous et on a les résultats depuis quelques jours. On a testé près de 200 soignants qui ont fait un Covid, certains PCR positif, hein, donc absolument certains. Et on leur a fait un profil sérologique absolument complet, comprenant un test standard de neutralisation virale en collaboration avec Pasteur, et on montre que plus de 90% de ces gens-là ont développé des taux suffisants d'anticorps neutralisants. Alors, je mets un tout petit bémol, c'est une population particulière de gens qui ont été symptomatiques. On a une étude de Shanghai, une étude chinoise, qui montre que les middle et surtout les post-symptomatiques, donc peut-être les asymptomatiques, ne développaient pas la même réponse anticorps. Alors, sont-ils protégés? Je vais faire un commentaire très important, beaucoup étudié la question. Attention, c'est du virus ARN. La première défense n'est pas l'anticorps, mais la première défense est la défense cellulaire. Donc là, on regarde que le volet humoral. Attention, il y a un volet cellulaire. On est en train de développer un ELISpot pour regarder la réponse cellulaire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peu de réponse humorale, peu d'anticorps anti-S neutralisants, mais qui ont une très bonne réponse cellulaire. Ils sont peut-être protégés quand même. Dernier élément très important, une étude qui est absolument convaincante sur des macaques, hein, sur des primates non humains, où ils ont immunisé des macaques par une première infection et ils ont retraité à une forte charge virale Covid-19 ces macaques et aucun des macaques ne s'est réinfecté. Et aujourd'hui, dans la littérature, il n'y a aucune preuve de réinfection. Il y a des réactivations, des PCR qui se repositivent après la discharge dans le mois qui suit. On a aussi des gens qui gardent des PCR longtemps positives. On a maintenant quelques exemples, mais les gens ne se réinfectent pas secondairement de façon symptomatique par un nouvel cycle de courroux. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je dis ça avec humilité et prudence. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. On est le 4 mai ou le 5 mai. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Nous verrons dans 8 jours, 10 jours, 15 jours. Et sur l'immunité protectrice, nous verrons dans 6 mois ou 1 an. C'est là qu'on aura la vraie réponse. Merci beaucoup à Jean Sibilla, c'était absolument passionnant. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de répondre au sondage. Donc, quand vous cliquez sur la fenêtre Zoom, notamment dans le bas de l'écran, vous avez la fonction sondage. Vous pouvez répondre en direct. Donc, on a à peu près 50% des gens qui ont voté. On aimerait bien avoir un petit peu plus. Merci à vous, en tout cas, d'être présent. Merci au professeur Jean Sibilla pour cette conférence passionnante. Et puis, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour les mercredis du coffeur avec un topo de Benoît Le Goff sur les ostéonécroses. Bonne fin de journée à tous et portez-vous bien. Portez le masque, ne touchez pas les gens et puis lavez-vous les mains à partir du 11 mai. N'oubliez pas. J'ai pas de masque, mais je suis seul, j'ai personne autour de moi. Laurent est un étage en dessous. Voilà.
À bientôt.